two, three. Bienvenue sur le podcast Hey, viens on discute. Moi c'est Rose Éveil, je suis coach et accompagnante pour les femmes. Ici, on parle de relations à soi, aux autres et au monde, avec une touche sociologique. Alors prête à découvrir la 3e saison ? Installe-toi et viens on discute. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de la saison 3. Ça fait déjà 3 ans que le podcast existe. Je suis très fière d'avoir tenu un programme, des thèmes qui me tenaient à cœur, avoir accueilli des gens, discuter. Vraiment, c'était génial et je compte bien faire perdurer cela. Et en cette 3e saison et nouvelle saison, j'ai décidé de parler de la charge mentale. Du moins des charges mentales, parce que pour moi, il y en a plusieurs. Je trouvais que c'était un bon thème parce que nous avons la rentrée qui est, je trouve, une charge mentale pour beaucoup de personnes et notamment les femmes. Donc le but, c'est un peu d'aller les identifier toutes, avoir un peu conscience de ces charges mentales qui peuvent nous peser durant toute notre vie. Je vais vous citer celles, en tout cas moi que j'ai identifiées pour tout ce qui est de la rentrée. Donc je trouvais que c'était un bon timing pour parler de la charge mentale, mais tout ce qui était injonction de la rentrée, j'ai fait des petits contenus sur mon compte Instagram par rapport à ça, par rapport à la pression mentale en fait qu'on nous met Rose Éveil sur Insta. Donc pour commencer le sujet, on nous en parle souvent finalement de la charge mentale, mais est-ce que toi tu te sens concerné ? Est-ce que tu en as conscience ? Qu'est-ce que c'est vraiment ? Donc on va commencer par 2 définitions que j'ai trouvées avec des sources différentes. La première, la charge mentale est un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Donc ça, c'est selon la chercheuse Nicole Brace de l'Université Laval au Québec. Et ensuite, on en a une autre qui est de la sociologue Monique Eiko qui, elle dit le terme de charge mentale émerge en France donc dans les années 80 à partir de ses travaux et c'est caractérisé selon elle, caractérise les inégalités entre les femmes et les hommes en matière de prise en charge des contraintes familiales. Donc en fait moi ce que j'ai observé c'est qu'on parlait beaucoup de la charge mentale et donc de la charge mentale plutôt qui incombe au foyer, à la prise en charge du foyer, au bon déroulement et à son entretien en fait. Donc plus qui était tâches ménagères, organisation, qui n'est pas des moindres, on est bien d'accord, mais je trouve que quand on parle de femmes et de charge mentale, il y a bien plus de charge mentale que ça qui existe et qu'on peut catégoriser et c'est ce que j'ai décidé de faire parce que ça n'incombe pas que à la vie familiale et à l'intendance selon moi. Donc j'en ai catégorisé. Donc on a comme on vient de dire, les charges mentales domestiques, donc intendance, tâches ménagères, organisation, gestion, qui s'appliquent aux femmes, même sans enfants. Parce que quand on est en couple avec un homme, alors bien sûr je parle de connaissance de cause et tout ce que je vois plus autour de moi, donc je vais parler de couple hétérosexuel, on va avoir les mêmes charges mentales qui vont s'incomber, qui vont être moins conséquentes parce que il y aura pas les enfants, mais elles sont là tout de même, donc il faut bien quand même le stipuler. Je trouve que c'est très important. Il y a selon moi aussi les charges mentales sociales. Le fait d'être une femme tout simplement dans une société qui est patriarcale. Patriarcale, ça veut dire qui est vraiment régie par les hommes et pour les hommes depuis des décennies. On doit faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit, répondre à notre devoir, c'est-à-dire être ni trop ni assez, bien se comporter, bien s'habiller dans tous les sens du terme. De toute façon, peu importe ce qu'on porte, on sait qu'on peut être jugé. Le regard des autres est très pressurisant en fait pour les femmes. Il y a le côté aussi, par exemple, horloge biologique qui compte beaucoup. Se poser la question de je ne pourrais peut-être plus, est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas, est-ce que c'est une erreur de ne pas vouloir, enfin voilà, ça peut vraiment être une grosse charge. Ensuite, on va avoir tout ce qui est standard de beauté, répondre aux standards de beauté, notre corps, la gestion de notre corps, se sentir bien par rapport à nous, ce qu'on pense ou par rapport à ce que on nous montre dans la société, le fait d'être performante, le fait d'être, en fait, entre guillemets, c'est un peu le fait d'être parfaite. Et après, il y a toutes ces nouvelles vibes qui sortent, les clean girls, les healthy girls, les fit girls. Voilà, il y a plein de choses qui impactent notre vision de nous-mêmes et qui est vraiment, vraiment régie par la société. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça des charges mentales plutôt sociales. Ensuite, j'ai mis la charge mentale rurale. Je ne savais pas comment l'appeler. Parce que dans la charge mentale rurale, en fait, je parle du harcèlement de rue. Mais quand je parle de harcèlement de rue, je vais revenir un peu plus loin, je ne parle pas forcément d'une agression, je parle du simple regard insistant qui est dérangeant pour nous et qui nous met mal à l'aise. Pour moi, c'est déjà du harcèlement de rue.
Donc le fait d'avoir peur dans la rue, de ne pas être habillé convenablement, en tout cas d'y réfléchir pour savoir si ça va être problématique de la façon dont on va nous regarder, parce que ce n'est pas la façon dont on décide de s'habiller qui est problématique, c'est la façon dont c'est perçu et dont ça peut ouvrir des libertés qui ne sont absolument pas justifiées de la part des hommes. Calculer les horaires pour rentrer chez soi, avoir des choses pour nous protéger dans notre sac, voilà, tout ça c'est une énorme charge mentale qui est rentrée en fait un peu même dans notre éducation. On nous dit toujours de faire attention, si on s'habille d'une certaine façon, nos parents, tout dépend de l'âge qu'on a, mais peuvent se permettre de nous dire bah non là c'est trop court, non mais là c'est trop décolleté, tu vas pas sortir comme ça. Et en fait on grandit avec ça et donc forcément ça nous crée une charge pour nous dans l'espace social en fait, dans l'espace rural oui et social dans la rue tout simplement. Et la dernière j'ai mis une charge mentale économique et financière parce que en fait on gagne toujours moins que les hommes, on a des journées de 40 heures parce qu'en fait si tu accumules toutes ces charges mentales et du coup surtout la charge ménagère, t'as ta journée de travail plus l'intendance, gérer les repas de la semaine, etc. Donc en fait toutes les charges mentales accumulées créent une charge mentale économique et financière parce que du coup le fait de moins gagner, d'avoir des journées plus chargées, d'avoir une charge mentale beaucoup plus grande, tu peux du coup moins intégrer des gros postes. De toute façon, je vais un petit peu plus expliquer ça en reprenant chaque charge mentale, mais je veux dire, les unes additionnées aux autres, en fait, ça crée des causes à effet qui fait que économiquement et financièrement, on est moins bien lotis que les hommes, et donc c'est une charge mentale. Il faut savoir qu'après un divorce, par exemple, ou une séparation, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas le pourcentage en tête, mais le nombre de femmes qui se retrouvent en précarité, il est juste énorme, il est plus de 50%. Alors que pourtant, on est censé, qu'on soit marié ou non, repartir avec des parts assez égales. Tout dépend bien sûr le contrat, tout dépend, voilà, les biens et tout. Mais c'est quand même fou que ça change presque rien pour les hommes et que les femmes, elles sont dans un déclin total. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête et d'en prendre conscience. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que les charges mentales, elles sont issues toutes de normes sociales qui sont totalement induite, construite et perpétuée depuis très très longtemps. Je vous donne un exemple pour chiffrer un peu ce que je vous raconte. En 2010 en France, les femmes consacrent encore 4 heures par jour en moyenne aux tâches domestiques, soit 1 heure de moins que dans les années 90. Donc on a 20 ans d'écart. Les hommes, quant à eux, consacrent 2 heures, comme il y a 30 ans. Donc en fait, eux, ça n'a pas bougé. Nous, c'est un peu moins qu'il y a 20 ans, donc là on se situe en 2010, et les hommes en fait ça a jamais évolué. Et donc selon l'INSEE en 2010, les femmes prennent en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales au sein du foyer. Donc plus de 50%, c'est énorme. 1, 2, 3. Alors, on va aller exploiter un petit peu plus près la charge ménagère, parce que c'est la plus connue et donc on va en parler un peu plus profondément. Donc, c'est quoi la charge ménagère, donc la charge mentale liée à l'intendance de la gestion de la vie, de la maison, etc. C'est à partir du moment où tu es seul à programmer, à devoir rappeler les tâches, toujours devoir y penser, tu es dans la charge mentale. Elle est invisible parce qu'en fait, comme son nom l'indique, elle est surtout mentale, même si elle est physique parce que ça nous pousse à l'action. Mais en fait, même quand on n'est pas à l'action, elle est dans notre tête parce qu'on est toujours en train de prévoir, d'organiser dans des moments où en fait, on est censé, par exemple, le soir, si on veut un moment détente, eh bien, on va penser encore à toutes ces tâches-là parce que une seule personne, ça suffit pas en fait pour régir une intendance parce que quand il y a plusieurs personnes qui vivent et qui régissent ce foyer, c'est logique qu'une seule personne pour penser à un maximum de tâches, c'est pas possible. Alors, c'est possible parce qu'on le fait, mais en tout cas, pas sans conséquences, c'est-à-dire sans charge mentale et donc surmenage, stress, etc. Pour donner un petit peu des exemples, faire les courses, prévoir les repas de la semaine, ça paraît rien comme ça, mais c'est épuisant et parfois même très chiant. Et moi, c'est une des choses, par exemple, qui m'a le plus coûté après ma journée de travail, de devoir savoir, ok, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, etc. On se partageait les tâches avec mon ex-conjoint, par exemple. Mais c'est vrai que j'avais l'impression vraiment d'avoir cette charge mentale-là, de devoir savoir organiser parce que moi, j'avais besoin de ça aussi et ça permettait de rythmer la semaine pour que tout se passe plutôt bien. Mais en fait, c'est
épuisant. On se rend pas compte, mais c'est épuisant. Quand je vois des femmes qui ont des enfants, qui doivent planifier leur machine à linge parce qu'il faut que les enfants, faut que l'homme avec qui elles vivent soit bien pour la semaine, et les vêtements, etc. Bah en fait, faut être organisé, faut prévoir, faut le mettre dans ton planning, faut que ça rentre, il faut qu'il y a plusieurs étapes en plus. Donc en fait, ça nous paraît tellement normal qu'on ne se pose pas la question si c'est quelque chose d'éreintant, si ça pourrait être fait autrement, est-ce que ça pourrait être partagé différemment, enfin, en fait, on se pose pas la question, on fait, sauf que c'est vraiment quelque chose qui est pesant et c'est H24, ça ne s'arrête jamais. Et le problème dans tout ça, c'est que aujourd'hui, ce travail, il incombe encore tout naturellement aux femmes de par l'historique social. Et quand on y réfléchit, quand on prend du recul, tout le monde vit dans cette maison, que ce soit un couple seul sans enfants, que ce soit un couple avec des enfants, tout le monde vit dans cette maison. Tout le monde profite du cocon, tout le monde profite du repas fait le soir, tout le monde profite de cette organisation, même administrative, parce qu'en fait, il y a énormément de charges administratives aussi qui incombent aux femmes, parce qu'on part du principe que elle sait mieux faire, mais c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas le choix et que du coup, on lui apprend à faire dans l'éducation déjà de base. Donc en fait, l'éducation, très clairement, alors ça ne veut pas dire que c'est déjà cuit pour les personnes qui sont déjà adultes aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que nouvelle génération, on peut vraiment peut-être changer un peu ces tâches genrées, dans le sens où si on éduque nos enfants sans genrer les tâches administratives, les tâches ménagères, faire à manger, etc., eh bien les tâches seront plus facilement réparties, je pense, au sein d'un foyer quand ils décident d'en fonder un, si tant est qu'ils en aient envie. Donc ça, c'est une des choses qui est très importante à souligner, et ça montrerait aussi tout simplement que c'est les bases de vivre en société aussi, de se dire qu'on profite collectivement d'un système qui est mis en place, d'une organisation qui est mise en place et qui a une répartition qui est faite, et que cohésion et travail d'équipe, c'est un peu ça en fait au final au sein d'une famille qui pourrait être mis en place, et juste bénéfique pour tous. Et je pense que ça pourrait donner une bonne vision d'investir ça au sein des familles pour que au sein de la société, ça soit aussi des choses qui soient appliquées. Et tout ça, c'est des réflexions qui sont importantes à avoir quand on prend un peu de recul et quand on sort justement de ce carcan de je fais parce que c'est normal, il faut faire. Alors, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres moyens de faire, et que quand c'est possible et qu'en face on a une personne qui est capable de nous écouter et qui est enclin à vouloir changer les choses, parce que tout simplement pour notre santé mentale et pour notre épuisement aussi corporel, parce que notre corps il a pas des ressources infinies. En fait, il y a un moment aussi, il faut remettre les choses à leur place, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut ressentir vraiment un grand épuisement, et alors peut-être qu'on va pas tomber un jour, mais en tout cas on va s'éteindre quand même d'une partie de nous, parce que en fait on n'a pas le temps de s'alimenter sur autre chose qui nous ferait du bien, parce qu'on a ça à faire au profit. En fait, l'intendance, elle a vraiment pris le profit des choses qui nous font du bien, des relations qui nous font du bien. Donc c'est devenu plus important de se dire que, je dis pas que c'est pas important, je dis juste que ça pourrait être fait autrement, mais par exemple d'avoir une maison nickel, d'avoir du linge toujours super propre, qui sont super bons, qui est bien repassé, d'avoir à manger toute la semaine, dans une organisation très 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 rythmée, par souvent une seule personne qui prend plus de charges, ça passe avant, parce qu'en fait ça prend tellement de temps que par exemple profiter avec ses enfants le soir, profiter en couple aussi tout simplement, profiter avec ses amis parce qu'on sort un soir, ou je sais pas, sur son jour de repos, l'intendance prend plus le pas et prend plus d'importance dans nos vies que nos relations et la vie tout simplement. En fait, la vie, c'est les relations, c'est ce qu'on partage avec les autres, c'est ce qu'on vit, même avec nous-mêmes aussi, des moments avec nous-mêmes, tout simplement, on en a besoin. Et donc ça, en fait, quand on prend un peu de recul, je me dis que c'est vraiment dommage et c'est très triste. Et il y a un livre qui en parle très bien, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dansembourg, qui l'explique très bien, que l'intendance prend le pas sur toutes ces belles choses de la vie qui s'offrent à nous, et c'est vraiment dommage. Et surtout, du coup, par définition, comme je vous ai dit, on a vu les chiffres tout à l'heure, plus de 50% de ces charges-là sont incombées aux femmes. C'est elles qui passent à côté de beaucoup de choses, et pour autant, aujourd'hui, c'est elles qui en ont plus besoin. Donc ça, c'est une chose que je voulais souligner. 1, 2, 3. On passe à la charge mentale sociale. Donc, comme je vous ai dit, forcément, être une femme dans une société patriarcale, ce n'est pas toujours facile. Faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, ne pas toujours répondre à nos devoirs. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire des enfants, parce qu'on va souvent nous poser la question, avoir peur de finir seule, comme une vieille fille, je mets des guillemets, bien sûr, se poser la question de l'horloge biologique. Est-ce que si je fais pas d'enfant dans ma trentaine, ça va être cuit pour moi ? Est-ce que j'en veux ? Est-ce que je vais regretter ? C'est un cheminement bien sûr à avoir. C'est normal qu'on se pose la question, mais la pression sociale
qui part du fait que en fait c'est juste normal d'avoir des enfants dans notre société et qu'il y a un peu une pression par rapport à ça sur les femmes, ça biaise un peu aussi notre réelle envie par rapport à ça en fait. Et moi je suis vraiment concernée par ça, je ne pense pas en vouloir, mais il y a toujours des choses qui rentrent dans ma tête et qui me disent que peut-être que... Et j'ai peur en fait de regretter, et j'ai peur... et puis on nous montre pas beaucoup de modèles qui ont fait autrement, donc c'est vrai que c'est plus difficile de concevoir vraiment nada, pas d'enfants, etc. Alors sûrement des femmes qui arrivent, et je lis des choses de femmes qui ne regrettent absolument pas, et qui se sont épanouies et accomplies dans leur vie sans devenir maman. Mais c'est vrai que c'est une charge qu'on peut avoir, une pression sociale qu'on peut avoir dans la société due au fait qu'on soit une femme, puisqu'on va beaucoup moins mettre la pression à un homme par rapport au fait d'avoir des enfants qu'une femme. Ça c'est un fait, je sais pas si autour de vous vous l'avez constaté, mais alors après on peut avoir la pression sociale sur le couple quand des personnes sont en couple depuis longtemps et qu'on leur demande sans arrêt parce qu'on part du principe que ça fait longtemps et que ce serait le moment. Il y a aussi peut-être aussi cette pression, du coup, autant ressentie par l'homme. Mais pour la femme, du fait de cette horloge biologique, du coup, ça met encore plus la pression parce qu'on se dit que peut-être à un moment, on pourra plus. Donc, on est un peu pressé par le temps. Ensuite, on a l'âge, le fait que, en fait, plus on vieillit, moins on se sent bien dans notre peau et moins on se sent belle. Alors, c'est pas du tout une vérité générale et ce n'est pas vrai. On est bien d'accord, enfin, en tout cas, moi, je ne le pense pas. Mais c'est ce qu'on nous montre. C'est ce qu'on nous fait croire, on nous vend des millions de crèmes pour stopper notre vieillissement de la peau. Je n'ai jamais vu de marketing autant impliqué dans l'anti-vieillissement de la peau et des rides et l'apparition du signe de vieillesse tout simplement pour les hommes. Très clairement, on voit bien la différence de l'âge et de l'appréhension de prendre de l'âge par rapport si t'es une femme ou un homme, clairement. Donc la pression de l'âge, en fait, elle est vraiment importante chez les femmes et c'est une pression sociale et je sais que je pense qu'on s'en détache de plus en plus dans notre génération, mais je sais que les générations d'avant ne veulent pas forcément entendre parler de leur âge. C'est compliqué pour elles parce que en fait du coup elles se sentent moins importantes, moins élégantes, moins fantasmées peut-être ou pas pour les bonnes raisons. Elles perdent de la valeur en même temps qu'elles prennent de l'âge et c'est vraiment triste de voir ça parce que ça devrait pas, enfin, c'est juste la vie de vieillir et c'est même, très honnêtement, pour moi, une bénédiction. Et les rides, etc. Alors après, moi, personnellement, les personnes qui font de la chirurgie, les personnes qui se mettent comme une routine et tout, en plus, ça fait trop du bien d'avoir une routine, c'est pas le problème, chacun fait ce qu'elle a envie de faire pour se sentir bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui le font juste parce que c'est une injonction et qu'elles ont peur que les signes de l'âge apparaissent et que du coup, ça les rende moins belles ou moins bien ou qu'elles aient moins de valeur par rapport à ça. Et c'est surtout ça que je trouve triste et qui est une pression qui est très forte. Malgré ce qu'on peut penser, je pense vraiment qu'elle est très très forte chez les femmes. Ça rejoint un peu aussi du coup les standards de beauté. Bon beaucoup le rapport au corps, hein. Les filles on va pas se mentir, notre rapport au corps il peut être très compliqué, notamment avec ce qu'on voit sur les réseaux. Les nouvelles trends des nanas qui mangent que du verre, que des choses bonnes pour la santé, alors ce qui est très bien, mais du coup ça devient une nouvelle injonction parce qu'elle est vraiment très mise en avant et on nous pousse à la culpabilisation quand on s'autorise une sucrerie ou des choses qui sont dites, des choses qui font grossir ou mauvaises pour la santé, sans prendre le temps d'expliquer aux gens qu'on a des métabolismes différents, sans prendre le temps aux personnes à expliquer pourquoi. Parce que manger sain, bien sûr que c'est bien, mais je veux dire, il y a un moment où si tu pars dans les extrêmes, c'est de la frustration et donc au niveau mental et psychologique, ça va pas suivre et ça va pas le faire. Donc en fait, cette pression, elle crée un cercle qui n'est pas du tout vertueux pour les personnes quand on est dans l'extrême du sain, entre guillemets. De toute façon, tout ce qui est extrême est mauvais, même le sport à l'extrême, c'est pas non plus quelque chose qui vous fera du bien sur le court, moyen, long terme. C'est encore une fois des pressions parce qu'on a tous des appétences différentes, on a tous des rythmes différents, on a tous des énergies différentes. Donc en fait, on n'est pas capable, on n'a pas surtout envie de faire tous les mêmes choses au même moment, à la même cadence, au même rythme. Ça va vraiment être différent selon notre mood, selon notre état d'esprit, selon ce qu'on a envie dans la vie, ce qu'on recherche par exemple dans le sport, dans la nourriture. C'est toujours une question de rapport au corps, à la nourriture, à soi en fait finalement. Et tout ça dans tout ce qu'on nous prône, surtout dans les réseaux et dans l'image de la femme par rapport à son corps, à l'image qu'elle dégage et comment elle doit en prendre soin. Tout ça, c'est pas expliqué, c'est pas approfondi, c'est pas discuté avec les personnes parce qu'il y a un million de nuances là-dedans. Et en fait, ça devient une charge mentale à partir du moment où
ce sont des normes qui sont qui sont mis par la société et qu'on n'explique pas pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. Et il y en a, ils ont tout simplement, tout bonnement pas de sens. Tout un corps qui sont prônés, le corps mince qui est prôné, ça n'a absolument pas de sens de montrer un corps et de dire c'est ça le corps qui est joli en fait. Surtout que les normes de beauté, quand vous regardez, les standards de beauté, ils ont évolué avec le temps. Dans les années 50, c'était plutôt les femmes rondes. Enfin, je veux dire, ça a évolué. Et puis là, ça fait longtemps que c'est plus le skinny quand même s'il y a du body positif qui est né, etc. Mais c'est quand même toujours le même genre de corps qui est mis en avant et qui crée des complexes qui ne devraient pas et qui fait beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal. Ensuite, on a la charge mentale rurale. Donc voilà, moi je voulais vous parler du harcèlement de rue. Donc comme je dis tout à l'heure, moi quand je parle de harcèlement de rue, je ne parle pas de l'agression. Ça, là, c'est un step encore au-dessus, qui arrive bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je parle vraiment à partir du moment où on se sent regardé avec insistance, pas avec bienveillance en tout cas, c'est du harcèlement. Qui ne s'est jamais posé la question si ce n'était pas trop court ou décolleté pour sortir de chez soi? Si tu fais partie de ces filles-là, s'il te plaît, envoie-moi un DM parce que j'aimerais bien vraiment pouvoir contrecarrer ce sentiment qu'on a toutes ressenti, en tout cas autour de moi. Je l'ai vraiment validé. On a déjà toutes ressenti ça. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit DM si toi tu ne l'as jamais ressenti. Combien d'entre nous ont peur quand elles rentrent chez elles tard le soir et à juste titre parce que juste, encore une fois, pour info et pour remettre des chiffres, il y a un V ou une tentative de V toutes les 2 minutes 30 en France. C'est énorme. C'est des stats de 2021. Donc, à juste titre, nous avons peur quand nous rentrons tard le soir chez nous. Qui ne se promène pas avec une gazeuse ou une clé entre les doigts pour se rassurer, pour se dire qu'on pourra se protéger si jamais nous arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut parler de charge mentale pour cela? Oui. Parce que nous avons peur pour nos vies dans l'espace public, pour notre intégrité et tout simplement pour notre tranquillité. Juste se promener tranquillou parfois, c'est pas possible parce qu'il y a un regard, une réflexion. On doit faire des plans stratégiques pour ne pas passer devant des groupes de mecs qui traînent dans la rue ou alors payer des Uber parce qu'on a peur de rentrer chez nous à pied tout simplement pour y croiser des gens qui nous feraient du mal et qui nous veulent du mal. Devoir couvrir nos verres en soirée pour pas se faire droguer, pas mettre de talons, on sait jamais si je dois courir ce soir pour éviter quelque chose. Franchement, on dirait vraiment la bande d'annonce d'un très mauvais film d'horreur, mais c'est la triste réalité. Vraiment, et on l'a intégré, ça nous paraît juste normal de faire toutes ces choses, on en rigole même entre copines, alors après on va pas en pleurer tout le temps parce que c'est des faits, vraiment c'est triste, mais c'est des faits dans notre société, et je veux pas déprimer, être alarmiste, mais je veux juste dénoncer le fait que ce n'est pas normal et qu'on a le droit d'en parler, et de le dire, et de le poser sur la table, et de dire qu'il y en a marre en fait. Il y en a marre de se sentir comme ça. On va être plus ou moins affecté chacune par ça, on va plus ou moins avoir une réaction différente. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a fait énormément stresser à un moment de ma vie, qui m'a rendue encore angoissée et anxieuse que je ne le suis, que je suis de base en fait. Et ça a été très pénible à vivre et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Et en fait, c'est juste pénible. C'est pénible et c'est dangereux et c'est vraiment une grosse charge mentale que aucun homme, très honnêtement. Donc ça, c'est quelque chose qui méritait d'être dit, parce que c'est pour ça que je l'ai rajouté, parce que c'est vraiment un truc du quotidien. On se regarde, ah ouais non ça peut-être pas, ah ça fait peut-être ci, ça fait peut-être ça, et encore après du coup on va avoir cette charge mentale sociale d'être jugé par les autres, de notre comportement, de notre comment on est habillé, de la façon de parler, de tout. Donc en fait quoi qu'on fasse on est jugé ou on a peur de l'être, c'est un engrenage et c'est très très pesant. Et ensuite, on va finir par la charge économique et financière, qui elle est plus liée à la sphère privée et qui n'est pas toujours liée à l'activité professionnelle, mais elle l'empiète dessus. Parce qu'en fait, toutes les charges mentales, dont j'ai parlé, surtout la charge de l'intendance ménagère, va faire que les femmes apportent cette charge mentale au travail, ce qui va influencer leur choix, leur comportement professionnel, leur appétence professionnelle, leur envie d'évoluer peut-être parce que en fait, trop de charges, elles peuvent pas faire tout et ça leur permet pas de voir plus loin si elles en ont envie, parce que des fois on n'a pas envie, hein. C'est l'ambition, c'est pas forcément toujours voir plus croître, c'est pas toujours ça. Ce que je veux dire, c'est que ça peut réduire des choix ou des possibilités parce qu'on a cette charge d'intendance qui nous est affligée en fait, qui nous est mise direct, et donc forcément ça réduit nos possibilités sur le marché du travail et ça creuse le fossé entre les genres sur le marché du travail, et dont je vais vous parler un peu plus profondément dans la saison 3 parce que j'ai prévu un épisode sur les femmes et le rapport à l'argent, comment s'éduquer,
comment lutter contre ça et comment des petits tips avec une personne qui est spécialisée dedans pour en fait savoir où mettre nos billes, comment les mettre, comment s'émanciper financièrement parce qu'on n'est pas éduqué à le faire. Alors là, c'est le petit instant réflexion. Est-ce que tu te sens concerné par ces charges mentales? Comment ça t'impacte? Est-ce que tu aimerais changer certaines choses pour améliorer ton quotidien? Qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, personnellement, je vis seule, donc maintenant, j'ai plus vraiment de charge mentale en termes d'intendance et ménagère. C'est juste, je fais ce qu'il faut, en fait, pour me sentir bien moi-même, dans mon cocon, dans mon chez-moi. Donc, c'est sur ça, j'ai plus vraiment de pression. Pour tout ce qui est social, par exemple, pour les enfants, j'ai pas de pression de mon entourage parce que en fait, ils savent très bien mon opinion là-dessus. Donc, en fait, les gens qui m'aiment et qui me respectent telle que je suis n'ont pas l'indélicatesse de me prendre, entre guillemets, la tête avec ça. Et les personnes qui me posent la question, je leur dis simplement que j'en veux pas. Et je trace ma route sans forcément épiloguer parce que je trouve qu'on n'a même pas besoin de se justifier. Pour les normes de beauté, si je réfléchis, moi les filles, j'essaie de m'écouter un maximum. Par exemple, hier, j'ai été faire 2-3 courses en pyjama. Et je me suis vraiment posé la question, je suis là, non, est-ce que je sors comme ça quand même? Alors après, c'était un pyjama... un petit bas d'étame en soie avec un polaire, etc. Mais je me suis quand même posé la question, je me suis dit, est-ce que je sors comme ça et tout? Et la question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que ça te dérange toi, foncièrement? Est-ce que ça te dérange là d'être habillée comme ça pour sortir? Non. Donc en fait, ce qui te dérange, c'est d'être comme ça dehors parce que les autres vont peut-être se dire que, et peut-être pas du tout. En fait, ils te regardent même pas, les gens, des fois. Et donc, je suis sortie en pyjama et j'ai vraiment de moins en moins de mal avec mon apparence ou si je suis maquillée. Enfin, de toute façon, je me maquille presque plus. Mais c'est vrai que sur ça, je me suis beaucoup détachée de ça. Encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dessus parce que je sais qu'il y a des nanas, elles peuvent pas sortir pas maquillées parce qu'elles n'y arrivent pas et que c'est pas ok pour elles. Bah, c'est pas ok pour elles. En fait, le but, c'est pas de dire les filles, il faut être le plus naturel possible, sortir en mode wall again, on s'en fiche. Non, fais ce qui est mieux pour toi, comment tu te sens bien. Je veux dire, le but, c'est pas de se juger, même si ça vient d'une pression sociale et que, ben voilà, en vrai, tu te sentirais peut-être bien s'il n'y avait pas cette pression de l'apparence, d'être soigné, de se pouponner. Bah, en fait, si toi, tu te sens mieux comme ça et que ça serait vraiment une torture mentale de sortir pas maquillée, bah, en fait, le fais pas, quoi. Genre, je veux dire, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste pour dire, au moins avoir conscience que c'est une pression sociale et que si un jour tu as envie de t'en détacher, pouvoir passer par là pour essayer de le dézinguer un peu et de te dire, ok, ça m'appartient pas, comment je peux faire pour m'éduquer là-dessus, pour essayer de me détacher de ça, par quoi je peux commencer, pour voir qu'est-ce que ça me fait, etc. Enfin voilà, c'est progressif, tranquille, il n'y a pas de pression non plus, le but c'est pas d'aller dans une pression inverse, c'est de se dire qu'il faut s'émanciper de tout, on vit dans un système, et il y a des trucs que, en fait, on va subir malgré nous, même si on en a conscience, donc c'est grave ok. Pour la pression dans la rue, moi je me sens encore très anxieuse, je fais vraiment toujours attention, comment je m'habille ça dépend, mais quand même encore un peu, il y a vraiment des contextes par exemple, des contextes où encore je me sens pas capable de pas mettre de soutien-gorge par exemple, alors que pourtant pour moi c'est complètement ok, mais par rapport aux autres et au regard des hommes, il y a des contextes où je le fais pas. Voilà, et je continue, et en fait je me pose la question, est-ce que tu te sentirais mieux dans ta tête si tu le mettais? Bah oui, bon bah je le mets en fait, et puis c'est tout, je me pose pas la question, le but c'est de se sentir bien et de faire en fonction de ce qui est mieux pour nous les filles, et pas de se mettre d'autres charges mentales, à se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie. C'est comme garder tes poils si t'as envie de les enlever, que tu trouves ça pas beau. Bah non, ça sert à rien. Si tu trouves ça mieux sans poils, bah continue à t'épiler. Si si c'est une charge mentale pour toi de t'épiler et que tu trouves pas ça moche d'avoir des poils, bah le fais plus. Mais en fait, c'est toujours une jauge qui doit être en rapport avec toi-même et pas par rapport avec ce que les autres vont te dire ou ce que les autres pensent ou ce que les autres te montrent ou ce que la société nous montre. C'est surtout ça. En fait, moi, ce que j'aime faire, que ce soit en tant que personne ou dans mes accompagnements, c'est vraiment de vous mener à votre libre arbitre. C'est-à-dire que ce soit vraiment quelque chose qui émane de vous, même si ce n'est pas complètement possible dans toutes les sphères. Il y a des trucs sur lesquels ça va être plus facile, d'autres non, ça dépend des personnes. Mais au maximum, faire vraiment appel à votre libre arbitre et pouvoir s'émanciper de ce qui vous saoule en fait et qui est une charge mentale pour vous tout simplement. Pour revenir au sujet, c'est ça en fait. C'est vraiment essayer de vous émanciper un max de la charge mentale et de tout ce qui est en lien avec les charges mentales dont on a cité tout à l'heure. 1, 2, 3. Pour finir un peu les filles, toutes ces charges mentales en fait, elles sont latentes autour de nous et je pense qu'il est vraiment important de mettre des mots dessus
d'envisager de s'en émanciper si on en souffre et d'y trouver des solutions si c'est possible, parce que si ça impacte notre santé mentale, c'est grave. Et ça impacte pas que la santé mentale, du coup ça impacte notre capacité d'action et notre vie dans son ensemble. Quand on prend un peu de hauteur, ça impacte clairement nos vies, ça peut nous brider sur des choses et c'est pas ok parce que on n'a qu'une vie et on n'est pas faite pour les subir, ces injonctions, ces pressions sociales, ces charges mentales. On est fait pour vivre au plus proche de ce à quoi on aspire, si tant est qu'on sait à quoi on inspire, de quoi on a besoin. C'est pour ça que parfois on a besoin d'être accompagné pour ça. Je parle pas forcément d'une accompagnante comme moi, ça peut être avec des amis, on pouvoir ouvrir des discussions sur des sujets comme ça, c'est important parce que en fait ça délie la parole, ça fait des prises de conscience, ça mûrit dans nos têtes, c'est dans l'espace collectif, c'est important de pouvoir en parler, vraiment, j'insiste là-dessus, je trouve que ça fait vraiment avancer les choses et nos réflexions. Après, par exemple, il y a des situations comme des mamans solo où il n'y a pas trop possibilité, par exemple, pour tout ce qui est tâches ménagères, de discuter avec la personne avec qui on est, de dire ok, ou même avec nos enfants, parce que je pense qu'inclure les enfants dans l'intendance à partir du moment où ils ont un âge où ils peuvent le faire, c'est une super idée, parce qu'en fait, ils vont prendre des super automatismes, que ce soit un garçon ou une fille, de la même façon, surtout, ça c'est super important. Ils vont prendre des automatismes super, ils vont avoir des exemples super de voir un papa et une maman impliqués de la même façon dans un foyer, ils vont avoir un rapport aux autres beaucoup plus empathique et aidant parce qu'ils vont comprendre que ça fait du bien à tout le monde quand tout le monde met la main à la pâte et que tout le monde s'y sent bien et c'est égal et c'est une notion de justice, d'égalité, enfin voilà, on regarde profondément, ça va vraiment montrer un bon exemple et ça peut s'appliquer sur d'autres choses. Pour revenir à ce que je disais, quand c'est par exemple des mamans solo, moi, je pense que des espaces de parole où on en parle, privilégier l'entraide entre mamans solo ou pas, avec nos proches quand c'est possible, c'est vraiment ne pas hésiter à avoir un sas de décompression aussi. C'est vraiment possible, et il suffit juste de délier nos langues et voir qu'en fait on n'est pas seul et qu'on peut se soutenir. Moi par exemple, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ma plateforme Girl Squad, d'avoir un endroit où vous pouvez libérer votre parole, où vous pouvez expliquer ce qui se passe pour vous, participer à des ateliers sur des thèmes relationnels, retrouver un groupe de femmes qui est juste là pour exprimer sans jugement, parler de ce qui se passe pour elles, d'avoir du soutien, d'avoir une présence en fait de personnes comme vous qui sont là et qui vivent des choses au quotidien qui sont parfois difficiles et qui ont besoin d'un sas de décompression. En fait, Girl Squad, la plateforme, elle est vraiment dédiée à ça. Je vais vous mettre le lien dans la description, sinon vous pouvez aller voir sur mon Instagram, mais vraiment c'est pour ça que je fais tout ça. C'est pour vraiment faire comprendre que vous n'êtes pas seuls les girls. Et voilà, donc ça pour moi c'est super important et je pense que le collectif est vraiment la meilleure façon d'avancer et que c'est pas la seule alternative, mais c'est une bonne façon. Mais tout commence par, pour finir, identifier ce qui est indispensable à notre bien-être et essayer de le prioriser. Essayer de trouver un équilibre entre les intendances qu'on s'afflige et qu'on s'incombe, qui sont incombées à nous en fait de fait. Et ce qui est important pour nous, les moments à nous, les moments avec les autres, les moments avec nos proches, les moments avec nos amis, nos enfants, avec nous-mêmes, les moments à rien faire, et faire un peu un mix de tout ça et savoir comment c'est possible de mettre en place en fait des routines qui ne sont pas faites que par le bon déroulement du foyer et qui ne reposent pas que sur une seule personne, au maximum du possible bien sûr, parce que j'ai conscience qu'on n'a pas tous les mêmes schémas familiaux, mais vraiment c'est possible. Je connais vraiment plein de gens autour de moi qui sont sortis de ce truc d'intendance et d'obligation et qui vivent beaucoup mieux comme ça et se sentent beaucoup mieux comme ça. Donc essayez de voir comment c'est possible de le faire. Discuter du relais possible quand on est deux, d'avoir quelqu'un, si tant est qu'on a quelqu'un en face de nous qui sait nous écouter et qui comprend en fait à quel point c'est lourd pour nous. Comprendre les dynamiques sociales et casser ces injonctions que l'on nous impose petit à petit quand on le veut et quand on en a envie bien sûr, en s'éduquant, en lisant des livres. Sur la plateforme Girl Squad, quand vous participez à un atelier, vous avez accès à plein de ressources, des livres, des podcasts qui peuvent alimenter votre réflexion et vous donner des tips justement sur comment faire autrement, parce que c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de faire toute votre vie comme ça parce que c'est le modèle qu'on nous a montré. Non, c'est pas vrai. Malheureusement, la seule chose où je vois pas trop de solutions très immédiate, à part sûrement dans les collectifs féministes, je pense qu'ils doivent en donner. Alors après, oui, il y a des formations. J'ai fait une formation, moi, sur le harcèlement de rue, qui donne... c'est les 4D, mais je pourrais pas vous dire exactement. Il y a la diversion, il y a la discussion, enfin, pouvoir permettre d'aider, de se sortir d'une situation de harcèlement ou d'aider une personne qu'on considère harcelée dans la rue. Il y a des formations là-dessus. Donc, par exemple, allez se former sur Nous Toutes, le collectif Nous Toutes. Vous avez des formations gratuites sur tout ce qui est harcèlement de rue, sexisme, etc. Par exemple, ça, c'est une manière de lutter contre le harcèlement de rue. Mais c'est vrai que ça,
malheureusement, si les personnes en face qui harcèlent, donc les hommes, ne se responsabilisent pas, c'est très compliqué de toujours devoir être en réaction et parce qu'on sait ce qu'on fait déjà. Donc j'ai moins de solutions là-dessus. Mais il y a quand même des choses mises en place, mais toujours en réaction et en réponse au harcèlement subi. L'application Sorority, c'est une application qui permet, en fait, quand vous marchez dans la rue, de pouvoir appuyer sur un bouton et toutes les nanas qui ont l'application Sorority autour de vous reçoivent une alerte et peuvent intervenir au plus vite si vous avez un problème. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien et éduquer nos enfants, éduquer la future génération à ces questions-là, c'est la seule réponse que je vois, du coup, pour un monde meilleur derrière. Pour lutter contre ça, je pense que c'est la seule réponse. Et pour finir, s'éduquer et s'émanciper financièrement, mais ça, vous n'aurez juste à écouter le futur podcast que je vais vous faire là, dans cette saison 3, où on va vraiment vous donner pas mal de tips et d'historique aussi social pour comprendre en fait pourquoi nous sommes plus bridés, nous les femmes, outre le fait que financièrement parlant, on gagne déjà moins que les hommes et qu'on a moins accès à tout ce qui est économie, etc. Il y a vraiment des moyens de s'éduquer là-dessus et de se construire un petit capital ou se construire un petit patrimoine quand on a envie, ou au moins juste bien économiser ou mettre nos billes intelligemment. C'est vraiment important de le faire. Donc je crois que je vous ai un peu tout dit sur le sujet et j'avais envie de partager avec vous. Donc je vous embrasse très fort. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver pour ce podcast. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a fait écho en tout cas. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de parler avec vous de ça. J'avais besoin d'en parler donc en cette rentrée qui est une pression. Donc peace, les girls. La rentrée, c'est pas forcément le renouveau, le nouveau monde pour tout le monde. C'est peut-être juste la continuité de l'année. Et si on a envie d'y aller tranquillou, on y va tranquillou. Encore une fois, c'est à son rythme et chacun son rythme. Donc, je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à aimer le podcast, à suivre la chaîne, à mettre des commentaires, à commenter aussi sur Rose Éveil, à vous abonner à mon compte, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça aide à prospérer le podcast. Et je vous dis à très bientôt, hâte de vous retrouver et je vous embrasse très fort.